Bien sûr, il faudrait estimer ces ressources, combien ils sont réels, combien ils coûtent, etc. Mais, je le répète, ce n'est pas notre affaire. Ce qui est notre affaire, c'est ce que nous avons discuté à la conférence. Les métaux de terres rares sont très importants. Ils sont des ressources très importantes pour l'économie moderne. Nous ne faisons que peu dans ce domaine. Nous devons en faire plus. Le problème, c'est qu'ils s'éloignent de ces négociations. Pourquoi? Parce que le début de ces négociations, plus tôt ou plus tard, et probablement assez rapidement, vont amener à l'arrêt de la guerre. Et dès que cela arrive, il faut immédiatement aller à l'élection. Il n'y a pas de raison de ne pas faire les élections. Car aujourd'hui, les élections en Ukraine ne sont pas faites sous l'objet d'avoir une position militaire. Si les négociations, puis la possible rapide nécessité d'arrêter la guerre, mais il faut immédiatement aller à l'élection. Alors, depuis 2 ans, la guerre en Ukraine semble sans issue et les tensions entre la Russie et l'Occident n'ont jamais été aussi fortes. Pourtant, dans une interview récente, Vladimir Poutine adopte un ton surprenant. Il critique durement Zelensky et évoque un possible retour à la table des négociations. Et surtout, il dit être prêt à collaborer avec les États-Unis sur les métaux rares. S'agit-il d'un simple coup de communication ou d'un véritable changement de stratégie? Que cache vraiment cette soudaine ouverture? On va ensemble analyser tout ça dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos tendance sur l'actualité politique dans le monde. On a juste regardé votre conférence sur les métaux de terres rares. Désolé, mais je pense que tous les journalistes du monde s'intéressent à ces métaux de terres rares, mais dans un aspect un peu différent. Les États-Unis, je dirais de manière très douce, demandent profondément à Zelensky de signer un accord avec eux sur ces ressources en rapport avec les rembourses d'aide de l'administration précédente de l'Ukraine, l'administration de Biden. Que pensez-vous de l'avenir de cet accord ? Ça ne nous concerne pas. Je ne le pense pas du tout et je n'ai même pas envie de penser à ce sujet. Bien sûr, il faudrait estimer ces ressources, combien ils sont réels, combien ils coûtent, etc. Mais, je le répète, ce n'est pas notre affaire. Ce qui est notre affaire, c'est ce que nous avons discuté à la conférence. Les métaux de terres rares sont très importants. Ils sont des ressources très importantes pour l'économie moderne. Nous ne faisons que peu dans ce domaine. Nous devons en faire plus. Le but de la conférence d'aujourd'hui est de concentrer à la première étape l'administration pour travailler dans ce domaine. Nous étions, par ailleurs, prêts à proposer à nos partenaires américains, et je parle de partenaires, je veux dire non seulement les organisations administratives, mais aussi les entreprises, s'ils étaient intéressés à travailler ensemble. Nous avons, je veux le rappeler, plus de ressources de ce genre que l'Ukraine. La Russie est l'une des leaders sur les réserves de ces métaux de terres rares. Ils sont présents au nord, à Murmansk, en Caucasie, en Kabardi-Balkarie, dans l'ouest, dans l'Arkouda, dans l'Iakoutie, en Tyrie. Ce sont des investissements capitalistes, des projets capitalistes. Nous aimerions travailler avec tous les partenaires étrangers, notamment les Américains. En parlant de nouvelles territoires, c'est la même chose. Nous sommes prêts à attirer nos partenaires étrangers et nos nouvelles territoires historiques, qui sont de retour dans la Fédération russe. Il y a aussi des réserves. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires étrangers, notamment les Américains. Les nouvelles régions aussi. Oui, bien sûr. Ces derniers jours, nous voyons l'éclat des appels et des discussions. Tout le monde parle de Trump. Pourquoi est-ce qu'il dit si fort que Zelensky doit aller aux élections? Qu'il a un rating de 4%. Les Européens critiquent très fort Trump pour ses propositions. Et en fait, il y a déjà des opinions que l'approche actuelle du président de l'Union européenne s'applique plutôt à la Russie. Que pensez-vous? Est-ce que c'est vrai? Je pense que ce n'est absolument pas le cas. J'ai ma propre point de vue. C'est le contraire de ce que vous dites. Le fait est que le président du régime de Kiev est devenu une figure toxique pour les forces armées d'Ukraine, parce qu'il donne des ordres qui ne sont pas dictés par l'intention militaire, mais par l'intention politique. Il donne des ordres, mais on ne sait pas sur quoi ils sont basés. Cela conduit à des grosses pertes, si on ne peut pas dire très grosses, catastrophiques pertes pour l'armée ukrainienne.
Cela devient toxique pour l'ensemble de l'économie. Je pense que c'est ce que dit l'élection aujourd'hui à l'Assemblée pour l'amélioration de son pouvoir. Enfin, il s'est mis dans un toupik par l'ordre de l'arrêt des négociations avec la Fédération russe sur le accord de paix. Il a arrêté ces négociations. Le problème, c'est qu'il s'éloigne de ces négociations. Pourquoi? Parce que le début de ces négociations, plus tôt ou plus tard, et probablement assez rapidement, vont amener à l'arrêt de la guerre. Et dès que cela arrive, il faut immédiatement aller à l'élection. Il n'y a pas de raison de ne pas faire les élections. Car aujourd'hui, les élections en Ukraine ne sont pas faites sous l'objet d'avoir une position militaire. Si les négociations, puis la possible rapide nécessité d'arrêter la guerre, mais il faut immédiatement aller à l'élection. Et c'est là que le président du régime a des problèmes. Parce qu'il n'a pas d'importance combien de pourcentage il a, 4 ou combien. Ce qui est important, c'est qu'il a un rating, selon nos données, qui est objectif, exactement 2 fois moins que celui de son adversaire le plus possible. C'est M. Zaluzny, un ex-commandant des forces armées en Ukraine, qui a été envoyé à Londres. Il a un rating d'exactement 2 fois plus élevé. Et si on ajoute à cela la possible soutien de ce possible candidat par les autres politiciens, dont les anciens premiers ou les anciens présidents, les chances d'un régime actuel de gagner l'élection n'existent absolument pas. Elles sont nulles. Mais s'ils n'ajoutent pas quelque chose, c'est aussi une mauvaise chose pour eux. C'est très remarquable. C'est pour cela qu'il est un facteur de décomposition de l'armée, de la société et du gouvernement. Et le président Trump le comprend sûrement, l'inviter à l'élection. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ce que je vois. Il veut améliorer l'état politique de l'Ukraine. Il veut consolider la société. Il veut créer des conditions pour la survie de l'Ukraine. Et en général, ce n'est pas si bien pour la Russie, car nous avons un conflit avec le régime actuel, que pour l'Ukraine elle-même. Et en plus, le président actuel a annoncé qu'il voulait améliorer la paix. Nous aussi, nous voulons améliorer la paix. Et le président actuel est sur le chemin pour atteindre ce but. C'est la position que je représente au président de l'Union européenne. Elle n'est pas liée à notre intérêt, à l'intérêt de la Russie. C'est probablement à l'intérêt de l'Ukraine, à l'intérêt de la Russie, et à l'intérêt de la Russie. Nous n'avons rien contre cela. Mais nous voulons que ce territoire ne soit pas utilisé comme place d'armes pour attaquer la Fédération russe, que ce ne soit pas utilisé comme place d'armes envers nous, mais qu'en fin de compte, cela devienne un pays amicable. Bien sûr que non. Bien sûr, le président actuel de l'Union européenne donne des raisons pour montrer ses émotions. Mais ce que je viens de dire représente autre chose. Cette action n'est pas basée sur les émotions, mais sur la rationalité de la situation qui s'est déroulée. Dans la situation qui s'est déroulée, nous n'étions pas étrangers. Honnêtement, nous étions intéressés à ce qu'il s'assoie là-bas et que le régime dans lequel nous sommes se déroulait. Mais en termes d'intérêt de l'amélioration de la nationalité ukrainienne, nous devons agir d'une manière énergique et complètement différente. Nous devons appuyer les gens qui vont utiliser la confiance du peuple ukrainien. Les Européens comprennent l'essence de la situation qui se déroule autour de l'Ukraine? C'est à eux de demander. Je pense qu'ils ne comprennent pas la manière dont ils agissent. Mais ce n'est pas le problème. En raison du fait qu'au contraire du nouveau président de l'Union des États-Unis, les leaders politiques des pays européens sont liés à ce régime et engagés. Ils ont déjà trop parlé et promis beaucoup. Et maintenant, pardon la simplicité de l'expression, ils se déroulent de cette position. C'est très difficile, ou presque impossible, sans perdre la tête. Je veux dire qu'ils sont assez compliqués et responsables dans leur période d'intérêt politique. Les élections, les réélections, les difficultés au Parlement, etc. En ce qui concerne cette situation, c'est presque impossible de changer de position. À l'inverse des présidents de l'Union des États-Unis, le nouveau président de l'Union des États-Unis est un président électoral. Ses mains sont libres. Il est libéré de ces routes qui ne lui permettent pas d'avancer et d'agir vers la résolution du conflit. C'est pourquoi, à sa caractéristique, il agit directement et sans trop de pression. Il a une position unique. Il ne dit pas simplement ce qu'il pense. Il dit ce qu'il veut. C'est une privilégie d'un leader d'un des grands pays. Je ne vois rien de mauvais ici. Peut-être que personne ne peut demander quelque chose ici, notamment de la Russie. Ils peuvent demander de l'autre.
Pendant des millénaires, ils ont demandé de leurs adversaires tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils en ont demandé. Ils peuvent donc s'asseoir à la maison et se demander comment ils sont arrivés à ce stade de vie. Mais leur participation dans le processus de dialogue est demandée. Nous n'avons jamais refusé d'y participer. Nous avons constamment discuté avec eux. À un moment donné, ils ont refusé d'avoir des contacts avec nous. S'ils veulent revenir, s'il vous plaît. J'ai vu la réaction à notre dialogue avec le président des États-Unis et à la réaction à la rencontre à haut niveau à Riyad. Elle n'a aucun sens émotionnel ni pratique. Pourquoi ? Pour résoudre des questions concernant l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, nous devons faire un premier pas. Que se trouve-t-il ? Ce premier pas doit être lié à l'augmentation du niveau de confiance entre les deux pays. C'est ce que nous avons fait à Riyad. C'est à ce sujet que nous allons faire nos prochains contacts à haut niveau. Sans cela, il est impossible de résoudre les questions difficiles et dures comme celle de la crise ukrainienne. Mais pourquoi l'Europe ? Cela concerne les relations entre les États-Unis et la Russie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ici ? Nous avons parlé au téléphone et à la rencontre à Riyad. Cela concerne les questions concernant la crise ukrainienne. Mais cela n'a pas été discuté. Nous sommes en train d'agir. Mais dans ce sens et dans ce cas, nous n'abandonnons pas nos partenariats avec les États-Unis. Mais je veux souligner que nous respectons la position de nos amis à cause du BRIC, qui a créé une groupe d'adhérents du monde. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président de la République nationale chinoise. Nous avons aussi discuté. Il m'a informé que la groupe du monde se réunira à New York pour discuter. Ce n'est pas seulement une visite. Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires qui posent ces questions et qui s'adressent à ce que le monde soit réussi. Ce n'est pas seulement les Européens, mais aussi les autres pays. Ils ont le droit et peuvent participer. Nous respectons cela. J'ai une idée. Je sais. Je peux m'imaginer sur la base de cette idée. C'est probablement la base d'un étudiant britannique qui a dit que nos dépenses par rapport à notre capacité ont été calculées. L'année dernière, les États-Unis avaient déjà 968 milliards de dollars. Si nous ajoutons les dépenses chinoises, ce sont environ les mêmes chiffres. Les dépenses chinoises si nous les comparons avec les dépenses américaines. D'abord, nous devons les calculer. Les dépenses du centre britannique peuvent être correctes, non correctes ou absolument incorrectes. Deuxièmement, je ne peux pas commenter ce que l'ONU et les États-Unis sont en train d'agir sur le sujet de l'armée stratégique et d'autres questions très sérieuses. C'est pourquoi l'ONU pourrait s'engager avec les États-Unis. Je pense que c'est une bonne idée. Les États-Unis pourraient en réduire à 50% et nous en réduirions à 50%. L'ONU chinoise pourrait s'y joindre si elle le souhaite. Nous pensons que c'est une bonne proposition et nous sommes prêts à discuter sur le sujet. Je ne veux pas commenter la politique commerciale des États-Unis. Elle a été liée à des sanctions depuis des années. Nous considérons ces sanctions illégales et dangereuses pour la commerce mondiale, pour l'économie et, à mon avis, elles causent des dégâts à nous et à ceux qui les introduisent. En ce qui concerne la politique commerciale des impôts et des impôts, chaque pays détermine ce qui est bénéfique et ce qui n'est pas. Je peux comprendre la logique. Je peux transporter la production vers moi, créer des emplois, forcer à payer les impôts à tous les niveaux de la système et ainsi de suite. Mais, à un moment, ces actions vont être confrontées à des difficultés liées à la pression inflationnaire, à la hausse du prix des produits et ainsi de suite. Les spécialistes le savent. Ils vous en parleront. En ce qui concerne l'aluminium, à mon avis, en 2017, 15% de l'aluminium venait d'Amérique du Sud et 15% de l'aluminium venait d'Amérique du Sud. Si je ne me trompe pas, 60% de l'aluminium est produit en Amérique du Sud et 40% de l'aluminium est importé. 15% de l'aluminium vient de la Fédération russe. Aujourd'hui, le Canada est l'importeur principal. Si on décide d'ouvrir le marché américain pour nos producteurs, nous pourrions avoir environ 2 millions de tonnes sur le marché américain. Cela n'aurait pas significativement affecté la formation des prix, mais, à mon avis, cela aurait fait un impact restreint sur la stabilisation des prix. Mais, à mon avis, le plus important, c'est qu'ensemble, les compagnies russes pourront réfléchir à la coopération dans ce domaine. Par exemple, à l'époque soviétique, il y avait des plans pour la construction d'une nouvelle station et la création d'une production d'aluminium supplémentaire. L'aluminium, c'est surtout une énergie chère. L'hydroénergie, c'est une énergie chère et, en plus, elle est aussi écologiquement propre.
Il y avait des plans comme celui-ci à l'époque soviétique. C'est un projet avec beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. À mon avis, il coûtait environ 15 milliards d'euros. Nous pouvons y réfléchir. Oui, la politique actuelle du président aujourd'hui consiste à mettre en place la production aux États-Unis. Mais si les compagnies américaines travaillent chez nous, c'est aussi une bonne chose, car les compagnies vont gagner de l'argent et les aluminiums vont entrer dans le marché à un prix acceptable. Il y a de quoi réfléchir. C'est la même chose avec la collaboration entre les États-Unis et les autres secteurs, notamment l'énergie. Il y a quelques minutes, je l'ai lu, le président Trump a annoncé que les États-Unis et la Russie discutent de grands projets économiques en Ukraine. Oui, certaines de nos compagnies sont en contact avec l'autre et discutent de ces projets. Est-ce que Poutine ici est sincère dans son ouverture vers les États-Unis ou c'est une simple stratégie pour diviser l'Occident? Selon vous, est-ce que les métaux rares pourraient-ils donc être une porte de sortie économique pour la Russie malgré les sanctions? Et si Donald Trump revenait au pouvoir, est-ce que cela changerait complètement la donne? Concernant l'Ukraine, faut-il s'attendre à une pression accrue de Zelensky ou au contraire est-ce une façon pour la Russie d'imposer son propre tempo dans ce conflit? J'attends vraiment vos analyses dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre personnellement et surtout pensez à vous abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos sur les grands sujets d'actualité. À tout de suite.